Bonjour, ceci est un podcast pour la chaîne Les Podcasts Philosophiques. Il s'insère dans un cycle de résumés de la République de Platon. Dans un premier temps, nous avons vu le thème principal de la République, à savoir les liens entre la justice et le bonheur. Dans un deuxième temps, nous avons parlé de la société et notamment de la place des arts dans la société juste. Et à présent, dans le troisième volet de notre série, nous allons parler de l'organisation de la société juste, telle qu'elle est imaginée par Platon dans la République. Je dis imaginée, on aurait pu dire aussi préconisée. Il s'agit de décrire la meilleure société possible, la société la plus juste possible. Mais comme vous allez le voir, ce n'est pas tant cette réflexion politique qui va nous intéresser que son utilisation par Platon pour penser l'âme humaine ou la psychologie humaine, et notamment pour penser les rapports entre les différents aspects qui nous constituent, la raison, l'ardeur et les désirs. Je répète ce que j'ai dit dans le premier podcast. Toute cette réflexion sur la cité juste provient initialement d'un problème qui est que on ne peut pas voir ce qui se passe dans l'âme humaine, et donc pour comprendre comment dans l'âme humaine les différentes facultés s'organisent, comment elles se rapportent les unes aux autres, on va comparer l'âme humaine à une cité. Nous en sommes à la fin du livre 3 et Platon parle maintenant de la vie des dirigeants de la cité, de la vie des membres de la classe dirigeante. On va voir que Platon parle en fait d'une cité aristocratique, comme il en existait beaucoup en Grèce antique, dans laquelle une certaine partie de la population occupe une fonction directement politique, tandis qu'une deuxième partie de la population a pour fonction de protéger la cité, et une troisième partie de la population a pour fonction de produire les différents biens matériels nécessaires à la vie. Ce modèle de société proposé par Platon s'oppose à d'autres modèles possibles, dont il sera notamment question au livre 8 de la République. Platon, en parlant d'une classe de dirigeants et de dirigeantes, s'oppose notamment au modèle démocratique tel qu'il était envisagé à son époque, un modèle dans lequel règne notamment non pas l'élection, comme dans nos démocraties modernes, mais bien plutôt le tirage au sort, qui passe pour davantage démocratique, puisque lorsqu'il y a un vote, ce sont certaines personnes bien particulières qui sont élues, généralement issues d'une aristocratie. Alors, qu'est-ce que reproche Platon à la démocratie? Une fois qu'on a compris que l'on parle vraiment d'une démocratie directe, dans laquelle les citoyens ont effectivement le pouvoir et non pas une démocratie représentative comme la nôtre. Et on ne parle pas ici non plus, bien évidemment, d'une démocratie au sens d'une situation où les droits de base seraient respectés. Ça n'a rien à voir avec la notion même de démocratie, au moins dans la Grèce antique. La démocratie, c'est vraiment le pouvoir du peuple, le pouvoir direct du peuple qui s'assemble et qui vote non seulement pour des lois, mais aussi pour des décisions de gouvernement. Le refus de la démocratie par Platon est d'autant plus étonnant pour nous qu'il reconnaît très explicitement que c'est un régime ou une façon d'organiser la société qui favorise la liberté. Liberté dans la satisfaction des désirs, liberté de chacun d'accéder aux charges, aux postes, puisque même la notion de mérite ou de talent n'a plus lieu d'être véritablement dans la démocratie. Mais le problème de la démocratie, selon Platon, c'est que chacun s'habitue à penser qu'il n'a de compte à rendre à personne, qu'il n'a à obéir à personne, et cela s'étend également au refus d'obéir aux lois. Non seulement on ne veut plus de maître, mais on ne veut plus non plus obéir à des lois. Un esprit de permissivité se répand, d'après lequel chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Et à partir de là, la situation ne peut guère que dégénérer en anarchie, c'est-à-dire à la fois en absence de pouvoir et en chaos, en désordre, en conflit. Voilà donc l'une des raisons pour lesquelles la cité idéale décrite par Platon n'est pas démocratique. Dans le livre 8 de la République, Platon va jusqu'à dire que la démocratie dégénère de manière assez naturelle en tyrannie, c'est-à-dire son contraire absolu. Platon écrit: de fait, une action démesurée dans un sens a tendance à provoquer une transformation en sens contraire.
C'est ce que Hegel aurait appelé un renversement dialectique. Je cite encore Platon, une liberté excessive ne peut apparemment que se muer en servitude excessive. Parce que la plupart des citoyens, après avoir été victimes de cette situation de désordre, acceptera facilement quelqu'un en mesure de restaurer très fermement l'ordre. Voilà donc l'idée principale qu'on trouve dans le livre 8 de la République, pour s'opposer au modèle démocratique. Dans d'autres ouvrages de Platon, il insiste sur d'autres aspects. Par exemple, dans le livre qui s'appelle Le politique, c'est surtout la question de la compétence technique des citoyens qui intervient. De la même façon qu'on ne peut pas demander à une foule de citoyens quel est le meilleur remède pour guérir une maladie, il faut mieux demander à un médecin expert. De la même façon qu'il ne faut pas demander à une foule de citoyens comment faire pour arriver à bon port quand on est dans un navire, il faut demander au contraire à un navigateur expert. Eh bien, d'après Platon, c'est la même chose pour la politique. Il y a une expertise, des compétences techniques, une sagesse dont la foule ne dispose pas. C'est pourquoi la démocratie ne lui semble pas la meilleure forme d'organisation de la société. Revenons donc à présent au livre 3 puis 4 de la République, dans lequel Platon présente sa propre organisation idéale de la société. Il commence donc par décrire la classe des dirigeants et dirigeantes et soutient qu'ils ne doivent pas avoir de propriété privée. Les gouvernants et les gouvernantes doivent adopter ce que l'on pourrait appeler une forme de communisme. Pourquoi? Parce que s'ils avaient des biens, alors ils utiliseraient leur pouvoir politique pour faire fructifier ces biens. Ils penseraient à leurs intérêts personnels au lieu de se soucier du bien de la cité. Et d'ailleurs, on le sait parce qu'on le voit, dans toutes les cités, il y a des dirigeants et ces dirigeants, de fait, sont surtout soucieux de leurs intérêts particuliers. La solution de Platon est assez radicale. On n'a jamais vu qu'une cité grecque abolisse la propriété privée des dirigeants pour le bien commun. Mais Platon va s'en justifier dans le livre 4 en disant que, certes, cela représente une perte de liberté et même de bonheur pour les dirigeants et dirigeantes, mais il faut sacrifier cette part de liberté et de bonheur pour le bien du plus grand nombre. Les dirigeants et dirigeantes ont beaucoup de pouvoir. Ils n'ont pas simplement le pouvoir de faire les lois, mais aussi le pouvoir de prendre des décisions particulières. De toute façon, on ne peut pas légiférer sur tout, dit Platon. Il faut aussi prendre des décisions dans des cas particuliers. Et cette importance de leur pouvoir justifie, d'un autre côté, de leur enlever cet aspect apparemment fondamental de la vie qu'est la propriété privée. On verra qu'ils n'ont pas le droit non plus d'avoir une famille dans la République de Platon. Toujours pour la même raison, c'est que s'ils avaient une famille en propre, des enfants en propre, alors ils penseraient essentiellement aux intérêts de leurs enfants, aux intérêts de leur famille particulière, au détriment de l'intérêt général. Platon en vient ensuite, toujours dans ce livre 4, à une description globale de la société juste qu'il propose. Dans cette cité se trouvent trois classes, comme je l'ai dit, les dirigeants, les auxiliaires et les travailleurs et travailleuses. Il faut que chacun s'occupe de la fonction qui est la sienne, et ce sera là l'essentiel de la justice de la cité. La justice, ce sera essentiellement le fait que chaque partie d'un tout s'occupe des fonctions qui lui sont propres. Les personnes qui font partie de la classe laborieuse doivent produire les biens de consommation. Les auxiliaires doivent assurer la sécurité de la cité et la classe dirigeante doit commander. Il y a donc trois parties dans la cité et de même, on va montrer qu'il y a trois parties dans l'âme humaine. Dans le reste du livre 4, Platon revient donc au sujet initial, au sujet de l'âme humaine, en tirant parti des premiers éléments de description de la cité qu'il a déjà fournis. On peut montrer qu'il y a dans l'âme trois parties distinctes, autrement dit trois types de tendances chez l'être humain, qui ont chacune leur fonction propre. Premièrement, il y a la raison, qui nous porte vers le vrai et vers le bien. Sa fonction est de commander. Deuxièmement, il y a une partie de l'âme que Platon appelle le thumos,
La première partie, c'était le logos. Le thumos, il y a des débats pour la meilleure traduction, mais ici, je vais adopter le mot ardeur. Le thumos, c'est cette partie de nous qui nous remplit de courage quand il faut affronter des difficultés. C'est cette partie de nous qui cherche la victoire, mais aussi les honneurs, et qui peut aussi nous mener à la colère. Sa fonction est de s'associer ou de s'allier avec la raison. Enfin, il y a en nous une troisième partie, ce sont les désirs sensibles, voire les désirs bestiaux, ce que nous partageons avec les animaux, comme la soif par exemple. La fonction de ces désirs, c'est de nous permettre de survivre, mais il faut sans cesse les réfréner car ils n'ont aucune limite. Pour arriver à cette tripartition des facultés de l'âme, l'idée qu'il y a trois parties dans l'âme, Platon met en évidence des faits psychologiques assez évidents, par exemple le fait qu'on peut avoir envie de boire mais ne pas vouloir boire. Si quelqu'un fait une grève de la faim, par exemple, il peut avoir envie de manger tout en n'ayant pas la volonté de manger. Donc il y a au moins deux parties distinctes. Ici, d'un côté, la partie des désirs, epithumia en grec, de l'autre côté, le logos. Pour ce qui est du thumos, de l'ardeur, Platon établit son existence par le même genre d'observation. Il cite par exemple le fait qu'on peut chercher à se donner à soi-même du courage, autrement dit la raison, le logos, peut chercher à éveiller le thumos. Et cela, pour Platon, est particulièrement bien exprimé dans un passage de l'Odyssée d'Homère, plus précisément au chant 20. C'est un passage que Platon cite deux fois d'ailleurs dans la République, une fois au livre 3 et une fois au livre 4. Il décrit le comportement d'Ulysse qui cherche à supporter les offenses de ses servantes qui ne l'ont pas encore reconnu. Il cherche alors à se donner du courage et Homère écrit: S'étant frappé la poitrine, il réprimanda son cœur en lui tenant ce discours. On verra tout à l'heure que pour Platon, on peut localiser les parties de l'âme dans le corps. Le logos, la raison, est dans la tête. Et le thumos, l'ardeur, est dans le cœur. Donc ici, la tête parle au cœur, si je puis dire. Et la tête essaye de convaincre le cœur d'avoir davantage de courage devant l'adversité. Et on verra que cette association entre la raison et l'ardeur vise notamment, chez Platon, à lutter contre l'influence des désirs illimités. Je pense que vous pouvez voir sans trop de difficulté le lien entre cette théorie de la tripartition des facultés de l'âme et ce qu'on a dit tout à l'heure sur les trois classes de la cité. Les dirigeants et dirigeantes, ce sont ceux qui doivent commander parce qu'ils savent ce qui est vrai, ce qui est bien, tout comme la raison dans l'âme. Ensuite, les auxiliaires, ce sont ceux qui doivent défendre la cité et qui doivent donc avoir du courage pour lutter contre des ennemis. Donc cela correspond à l'ardeur. Et enfin, la classe des travailleurs et travailleuses, ce sont ceux qui doivent produire les biens nécessaires à la satisfaction des besoins et des désirs. Et donc, cela correspond à la partie désirante en l'être humain. Il y a donc un vrai parallèle entre les différentes parties de l'âme et les différentes parties de la cité. Et dès lors, on peut revenir au premier argument mentionné par Socrate contre la théorie de l'injuste heureux. On avait vu ça dans le premier podcast. J'avais expliqué que, d'après Socrate, quand on est injuste, on vit un conflit intérieur puisqu'il y a une partie de nous qui veut être injuste et une partie de nous qui veut être juste. Et ces deux parties rentrent en contradiction ou en opposition l'une avec l'autre. Maintenant que nous avons cette métaphore de la cité, on peut comprendre bien plus facilement de quoi il s'agit quand on parle d'un conflit intérieur. C'est comme un conflit dans une cité. La partie désirante en nous peut vouloir des choses injustes, par exemple vouloir voler le bien d'autrui, ou même par exemple agresser physiquement et sexuellement quelqu'un. Mais la partie rationnelle demeure toujours et elle est en désaccord avec ses désirs. De la sorte, la personne injuste, c'est la personne qui laisse la partie irrationnelle, désirante, dominer le tout, mais cette domination ne va jamais jusqu'à anéantir la partie rationnelle, qui continue à être là et qui continue à aspirer au bien et au juste.
Pour cette raison, l'homme injuste ne peut pas être heureux parce qu'il vit nécessairement, plus ou moins fortement, ce conflit intérieur entre différentes parties de lui-même. On aboutit aussi à une définition plus claire de la justice, comme vertu. La justice, c'est le fait de s'unifier soi-même, de mettre de l'harmonie entre nos différentes parties, entre nos différentes facultés. Autrement dit encore, c'est le fait de suivre l'ordre naturel de ces différentes parties. Cet ordre naturel, c'est que la raison commande et que la partie désirante obéisse, ce qui est possible si l'ardeur s'associe avec la raison pour dominer les passions ou les désirs. Voilà donc pour ce qui concerne l'âme. Après tout ce discours sur la tripartition des facultés de l'âme, Platon revient à la question de la cité juste. Et dès lors, au cas où ce n'était pas déjà suffisamment clair, on comprend véritablement que son but n'est pas seulement de se servir de la cité comme d'une image pour parler de l'âme humaine, il s'agit aussi de faire un traité de philosophie politique. Donc Platon va rentrer dans un certain nombre de détails concernant notamment la vie des dirigeants et dirigeantes, dont on a déjà parlé. C'est dans ce livre 5 qu'il précise notamment que les hommes et les femmes doivent être éduqués de la même manière et qu'ils doivent avoir le même niveau de responsabilité, ce qui est proprement hallucinant, je dirais, dans la littérature antique. Dans certaines comédies d'Aristophane, on a l'idée que les femmes pourraient prendre le pouvoir, mais c'est toujours quelque chose qui est évoqué sur le mode du ridicule, du comique. Ici, au contraire, Platon soutient que les femmes, bien qu'elles soient plus faibles physiquement, ont les mêmes capacités de réflexion et de commandement que les hommes. Ensuite, Platon en vient à la question des familles que j'ai mentionné un petit peu plus tôt. Si dans la classe des dirigeants et dirigeantes, il y a plusieurs familles, alors chacun va chercher à favoriser sa propre famille et il faut donc supprimer la famille ou plutôt faire en sorte que tous les dirigeants et toutes les dirigeantes se considèrent comme appartenant à une seule et même famille. Voilà donc pour quelques mesures supplémentaires ou quelques descriptions supplémentaires de la cité juste fournie par le livre 5. Mais ce livre 5 va ensuite nous mener ailleurs. Et c'est donc le moment de vous montrer la transition avec la suite et donc avec le podcast suivant. Toutes les mesures qu'il faut prendre pour qu'une cité soit bonne ne sont pas connues par tout le monde. Elles sont connues par ceux qui réfléchissent, ceux qui s'efforcent d'être sages et ceux qui tendent vers la sagesse. C'est ceux qu'on appelle les philosophes. Le mot philosophia provenant de philein, aimer, et sophia, la sagesse. Dans le reste du livre 5, on va donc avoir une description de l'activité philosophique qui va se prolonger au livre 6 et au livre 7 jusqu'au fameux passage de l'allégorie de la caverne. Ce sont toutes ces thématiques que nous verrons dans le prochain podcast sur la République de Platon.